Merci Monsieur Saint-Étienne. Heureusement que vous avez terminé sur des notes positives, hein, sachant malgré tout que dans ce positif, on va avoir des années à court terme difficiles à passer. Mais c'est vrai qu'on peut s'interroger, et je suis d'accord avec vous, je partage votre point de vue sur le fait que nous avons tout pour pouvoir réussir en France, au niveau des hommes, au niveau de notre capacité d'innovation, etc. Mais je pense sincèrement que on est dans un carcan qui limite complètement l'explosion justement de tous nos savoir-faire et de nos expertises et de nos capacités de développement. Et cela, je vois pas ce carcan pouvoir être fendillé et se désintégrer à court terme. Donc ça doit passer par des ruptures fortes au niveau, je dirais, des charges sociales, au niveau des carcans, au niveau de la fiscalité, et puis des sources de pertes énormes au niveau de l'État dans tout ce qui est le secteur public. Donc est-ce qu'on sera vraiment capable, à court terme, de rompre tout ça, de faire ces ruptures fortes qui sont nécessaires pour qu'on se libère et qu'on retrouve une croissance effectivement positive et peut-être intelligente? Écoutez, j'ai passé plus d'une dizaine d'années dans le Conseil d'analyse économique qui est placé auprès du Premier ministre pour conseiller le gouvernement. Bon, je l'ai quitté il y a un an parce que je considérais que les mesures qui étaient annoncées n'étaient pas sérieuses et étaient contraires à ce que le Conseil avait proposé depuis 10 ans et ce que demandait la Commission européenne et le FMI et l'OCDE et toutes les organisations internationales. Mais donc je connais personnellement c'est un tout petit nombre d'économistes qui conseillent les grands leaders de la droite et de la gauche. Je peux vous dire qu'au-delà des différences de vision politique dans ces économistes, qui sont moins de 20, donc dans cette vingtaine d'économistes, au-delà des divergences de point de vue économique, politique, pardon, il y a aujourd'hui un accord sur le fait que la sortie de crise doit se faire par une politique très favorable aux PME et aux ETI. Alors, on n'arrête pas de le dire depuis 10 ans. La question, c'est quand est-ce qu'on le fait. Donc, quelles mesures faut-il prendre? Si on devait envoyer des signaux forts aux PME, aux ETI, d'un seul coup, vous parliez de rupture, qui passerait par exemple par une réduction d'impôt sur les sociétés à 20%, une baisse des charges sur les entreprises de 50 milliards, ce qui fait 2,5 points de PIB, et des mesures de simplification sur le fonctionnement administratif. Est-ce que ces mesures qui produiraient un effet très significatif en termes de croissance économique et de développement de la production dans notre pays, est-ce que ces mesures sont finançables? Puisqu'on dit que le pays est exsangue, puisqu'on en est à chercher les dizaines de millions d'euros en allant bidouiller le PEA, l'assurance vie et d'autres instruments d'épargne des Français. Eh bien, quand on fait simplement une synthèse des rapports de la Cour des comptes depuis les 7 dernières années, et qu'on voit l'ensemble des propositions faites par la Cour des comptes en termes de réduction de dépenses au niveau de l'État, de la sécurité sociale et des collectivités locales, on arrive au chiffre de 50 milliards d'euros. Alors ça peut sembler énorme, mais il faut savoir que la dépense publique en France, cette année, va représenter à peu près 1150 milliards. Donc on parle de baisser la dépense de 50 milliards sur 1150 milliards. Si on faisait ça d'ailleurs, est-ce que du coup, là, il n'y aurait plus les moyens de payer les hôpitaux, les écoles et le reste? Il faut savoir que dans les pays développés comparables aux nôtres, la dépense publique représente à peu près entre 40 et 45% du PIB. Nous sommes 12 points de PIB au-dessus de 45, puisque nous sommes à 57. C'est d'ailleurs François Hollande lui-même qui a dit dans sa première conférence de presse au mois de novembre: nous avons augmenté la dépense publique de 5 points de PIB dans les 7 dernières années, est-ce qu'on vit mieux? La réponse, pas besoin de la faire. Donc, comment se répartissent ces 50 milliards? C'est 15 milliards sur le système de santé
il y a encore des gaspillages considérables dans le système hospitalier. 15 milliards au niveau des collectivités locales, ce qui fait 30, et 20 milliards au niveau de l'État, ce qui fait 50. Donc il y a 50 milliards d'économies recensées par la Cour des comptes. Ce n'est pas des extrémistes, c'est les conseillers de la Cour des comptes qui sont tous issus de la haute administration. Or, j'ai évoqué comme mesure principale de baisser les charges de 50 milliards et baisser l'impôt sur les sociétés de 33 à 20%. Baisser l'impôt sur les sociétés de 33 à 20, ça coûterait 10 milliards. Baisser les charges de 50 milliards, ça peut être... Alors, les 50 milliards dont on parle, soyons objectifs, pour les mettre en œuvre, ces économies, il ne suffit pas d'un coup de baguette magique. Il faut réformer les modes d'administration, les modes de management de la sphère publique. Ça ne se fait pas en un coup de baguette magique. Donc les spécialistes qui ont regardé ces questions considèrent qu'on pourrait mettre en œuvre ces économies de 50 milliards en 5 ans. Parce qu'il faut changer l'organisation des administrations publiques, il faut restructurer la sphère publique. Bon, ça ne se fait pas du jour au lendemain, il faut prendre des mesures comme celles que j'évoquais sur les retraites. Bon, il faut prendre un certain nombre de mesures de ce type. Donc les 50 milliards, on n'en disposerait pas le premier jour. Mais on a un instrument sous le pied qui s'appelle la TVA sociale. Alors la TVA sociale, par exemple, c'est un mécanisme qui a été inventé par la France et appliqué par l'Allemagne. Ça arrive très souvent, ça. Vous vous souvenez que dans les années 30, il y a un capitaine inconnu de l'opinion au début des années 30, en 31-32, qui avait prophétisé que la guerre du futur se ferait sur la base du couple char-avion de combat. Et le haut état-major français avait dit non, c'est pas comme ça, puisqu'on a gagné la Première Guerre mondiale avec des régiments d'infanterie qui étaient certes appuyés par des avions et des chars, mais on envoyait l'infanterie et simplement il y avait un appui qui était donné par derrière, par les chars et les avions. Et ce capitaine en question a dit non, ce sera des régiments de chars qui fonceront, qui seront appuyés par des avions et l'infanterie suivra. Alors, comprenez bien que quand il y a des mutations de stratégie militaire de ce type, tout le monde ne peut pas avoir raison. Mais imaginez que simplement l'ennemi fasse ce que ce capitaine disait, et imaginez que les deux armées se rencontrent. Dans la vision française, vous mettez les fantassins en premier, et imaginez que ce soit l'Allemagne qui applique la vision de ce capitaine français qui avait écrit cette nouvelle vision de la guerre du futur. Eh bien, vous avez les chars qui rencontrent les fantassins. Et c'est ce qui s'est passé dans les 20 premiers jours de la guerre de 40, en mai 40, ce qui est absolument incroyable, ce qui montre, évidemment, c'est à la fois monstrueux, parce que ça s'est traduit par ce que je vais dire, mais on a perdu 120 000 hommes en 20 jours, parce que les fantassins sont allés à main nue sur les chars. Ce qui montre l'incroyable énergie et la volonté de vaincre de notre peuple. Et simplement, vous ne pouvez pas avoir des gens exceptionnels qui réussissent quand la stratégie est mauvaise. C'est exactement la même situation aujourd'hui. Nous avons des gens très bien formés, mais la stratégie est mauvaise. On considère que c'est par la dépense publique qu'on sort des difficultés et non pas en se servant de nos entrepreneurs, de nos ingénieurs, de nos chercheurs. Donc c'est comme si on gaspille toute notre possibilité, notre capacité de rebond. Mais voyez que les chiffres dont je parle, la TVA sociale, donc elle a été très mal expliquée, je l'explique en un mot. La TVA sociale, à soi seule, c'est 30 milliards d'euros qui pourraient être enlevés sur les charges des entreprises et financés par 3 points de TVA. Donc on trouve, sur les 50 milliards de charges qu'on doit enlever, on a 10 milliards de la première tranche des 50 milliards de baisse des dépenses et 30 milliards venant de la TVA sociale. On a déjà trouvé 40 sur les 50. Monsieur Sabatier, le crédit à la collectivité, crédit à l'impôt, n'est pas l'élément de cette... Justement, ben, il manque 10 milliards, si vous prenez les 40, il en manque 10, et le crédit impôt compétitivité va représenter 10 milliards à l'année prochaine. Ça représente 20 milliards, soit... Oui, mais en 2015. Et c'est le chiffre potentiel, mais ce que l'on observe d'ores et déjà, c'est qu'on n'atteindra pas ce potentiel. Est-ce que c'est quelque chose qui a été mis en application, que vous considérez comme satisfaisant? Mais le crédit d'impôt compétitivité, ce qui a présidé à l'idée de le mettre en place, c'est une bonne idée.
mais une fois de plus, on a produit un animal administratif ingérable alors qu'il suffisait de baisser les charges. D'ailleurs, vous savez que le gouvernement actuellement s'interroge sur la transformation du crédit d'impôt compétitivité en baisse des charges. En 2016, apparemment, oui. Deuxième point, M. Saint-Etienne, sur l'écotaxe. Qu'est-ce que vous pensez? Dans la revue Ouest France, l'article Ouest France, vous avez défendu un peu l'écotaxe. Quelle est votre position sur ce point? Alors, juste avant l'écotaxe, qui effectivement je vais défendre parce que c'est une bonne réforme, sur la TVA sociale, je voulais juste dire que c'est une réforme qui n'est pas comprise. Pourquoi? Parce que si vous baissez les charges sociales de 30 milliards, qui correspond à peu près à la cotisation salariale payée par les entreprises de 5%, 5,4%, c'est la cotisation de 5,4% payée par les entreprises sur les salaires au bénéfice de la branche famille. Donc si vous enlevez 5% de charges sociales, sachant que en moyenne en France, le coût du travail chargé, c'est 60% de la valeur ajoutée. Donc si vous enlevez 5% du coût du travail, vous enlevez 3% du coût de la valeur ajoutée. Ce qui correspond aux 3 points de TVA. Les Français, quand on les interroge, sont contre la TVA sociale parce qu'ils pensent que ça va augmenter les prix de 3%. Et que donc ça va réduire leur pouvoir d'achat. Il se trouve que les Allemands ont appliqué 3% de TVA sociale. Qu'est-ce qu'on a observé? Que les produits ont augmenté de 0,3 et pas de 3. Qu'est-ce qui se passe? Donc je l'indique très simplement. Si vous avez un prix hors taxe de 100 et qu'on vous enlève 3 points de coût de production, vous pouvez abaisser votre prix à 97 tout en ayant la même marge qu'avant. Et si vous appliquez un taux de TVA qui a augmenté de 3 points à un prix hors taxe qui a baissé de 3 points, le prix n'augmente pas. Donc c'est comme conducteur d'importation quand même. Non, justement, la TVA sociale, l'intérêt c'est qu'elle s'applique aux importations alors que la baisse des charges ne s'applique aux entreprises françaises. C'est pour ça qu'on dit généralement que le mécanisme de TVA sociale s'assimile à une dévaluation. Ça donne les mêmes bénéfices aux entreprises sur le territoire français qu'une dévaluation. Alors l'écotaxe, c'est un très bon impôt sur le principe, si ce n'est que quand le principe de l'écotaxe a été imaginé il y a une dizaine d'années, l'objectif c'était de mettre en place cet impôt sur la production de carbone et attendez, écoutez bien, d'utiliser tout le fruit de cet impôt pour réduire les impôts portant sur la production du même montant. Notamment quand Michel Rocard avait proposé l'écotaxe il y a une dizaine d'années, ce qui avait été proposé, c'était de taxer la tonne de carbone à 100 €. Pas tout de suite, mais au bout d'une quinzaine d'années. Bon, une taxe, même si on taxait le carbone à 30 ou 40 €, comme certains l'ont proposé, ça produisait une recette publique de l'ordre de 2,5 milliards à 3 milliards d'euros. Et l'idée, c'était d'appliquer immédiatement cette taxe carbone en baisse de charges des entreprises. Et notamment pour ce qui est des transporteurs, l'idée, ça serait de mettre la taxe carbone, mais dans le même temps, baisser les taxes aux essieux supportées par les transporteurs. Là aussi, vous avez un deuxième bénéfice par rapport à la TVA sociale. Vous baissez la taxe aux essieux sur les transporteurs français, alors que la taxe carbone s'applique aussi aux transporteurs polonais qui vendent en France. Deuxième mécanisme de dévaluation. Donc vous voyez que la fiscalité, quand elle est intelligemment faite, elle produit des effets positifs. Maintenant, si on fait demain la TVA sociale et que les 30 milliards servent uniquement à réduire le déficit parce qu'on n'est pas capable de baisser les dépenses, ben c'est un mécanisme suicidaire. De même que la taxe carbone, si vous l'appliquez après avoir fait 70 milliards de hausse d'impôts, sans baisser les taxes qui portent sur les camionneurs, ben vous avez ce qui se passe en Bretagne. Donc, dernière question, on va passer les questions dans la salle. Le dollar est à 1,35, à 1,37. Le ministre Montebourg dit que si on se réduisait de 10%, il y aurait 150 000 emplois de plus. Quelle est votre position sur ce point? Alors c'est exact que si le dollar passait à si l'euro passait à 1,10 $, on créerait certainement 150 000 ou 200 000 emplois. Le problème, grâce à une augmentation des exportations, le problème c'est que les Allemands n'en veulent pas.
Pourquoi? Parce qu'ils ont une industrie qui est totalement compétitive et qui exporte facilement avec un euro à 1,40 $. Donc quel est le problème là à nouveau? C'est pas le niveau de l'euro qui pose problème, c'est que ce niveau de l'euro, il intervient après 15 années de désindustrialisation française. Donc il est insupportable pour nous parce qu'on s'est massivement désindustrialisé, alors que les Allemands ont tout fait pour maintenir leur appareil de production industrielle. Donc si on faisait... Donc ce que je suis en train de vous dire, c'est que de toute façon, la baisse du dollar, on ne peut pas la maîtriser, ce sont les échanges internationaux qui conduisent à dicter le taux de change. Que deuxièmement, on pourrait à court terme avoir une action par l'intermédiaire de la Banque Centrale Européenne, mais la Banque Centrale Européenne est dominée, alors c'est brutal et c'est désagréable à entendre, mais c'est la vérité, par les intérêts allemands. C'est la vision allemande qui détermine la politique de la BCE. Comme l'Allemagne n'a pas besoin d'une baisse de l'euro par rapport au dollar, la BCE ne prend pas les mesures qui pourraient permettre de baisser un peu. Donc la seule porte de sortie française, on revient à ce que je disais précédemment, faisons de la TVA sociale, faisons de la taxe carbone intelligente avec contrepartie de baisse des impôts qui frappent les transporteurs français. Dans le même temps, passons la retraite à 64 ans avec une modulation comme celle que j'évoquais. Contraignons le budget des collectivités locales, alors même que nous avons la crise que nous connaissons. Vous savez que, encore aujourd'hui, il y a des conseils généraux, des conseils régionaux qui partent à 15 ou 20 faire des voyages d'études au Chili. Donc quand est-ce que ça va s'arrêter? Quand est-ce qu'on va donner des instructions pour que ça s'arrête? Donc il y a un moment où il va falloir prendre des mesures qui conduiront à terminer ce genre d'excès qui est devenu totalement insupportable. Mais la France a les capacités de rebondir, et c'est pas... Alors il se trouve que j'aime bien la Bretagne et que je suis souvent intervenu en Bretagne. Donc c'était pas facile d'adopter la position que j'ai adoptée dans Sud-Ouest, dans Ouest France, en disant non, la taxe carbone n'est pas un mauvais impôt en soi, c'est même un très bon impôt, mais vous savez, les impôts, c'est comme la chirurgie. Un chirurgien, il peut vous tuer ou vous sauver. Donc les impôts bien utilisés, ça peut favoriser les producteurs français au détriment et leur redonner des capacités de compétition face aux étrangers. La fiscalité mal utilisée, alors on vient d'en avoir un superbe exemple dans les 3 dernières années. Ce que nous vivons actuellement, c'est la fiscalité mal utilisée. C'est la pire utilisation de la fiscalité. 70 milliards d'euros d'impôts pour réduire le déficit de 10 milliards, mais on devrait mettre en tôle tous les ministres des Finances et les premiers ministres des 5 dernières années. Parce que ce qu'ils ont fait collectivement, c'est monstrueux. Bien. Il y a des questions dans la salle, non? Des questions? Monsieur là-bas, monsieur. J'ai 2 minutes pour quelqu'un parce que Madame. Merci. Bonsoir monsieur, donc oui, je me pose des questions. Moi, à propos de... Vous avez parlé des mathématiques. C'est vrai que les mathématiques, c'est essentiel. Et on voit que les mathématiques ont favorisé ces ordinateurs à haute fréquence, où il y a des millions d'opérations passées dans des nanosecondes, et ça dépasse la vitesse de raisonnement. Et en plus, il y a une concentration des bourses phénoménale, puisque aux États-Unis, là où il y avait 10 opérateurs, aujourd'hui on n'en trouve plus que 5, dont 2 qui ont été créés dans les années 2000. Donc je voulais savoir si justement cette financiarisation extrême n'explique pas aussi la situation dans laquelle nous sommes actuellement. Bien sûr, mais vous savez, les mathématiques et la physique, ça permet de faire des bombes nucléaires et ça permet de faire des voitures électriques. Donc tous les instruments mal utilisés conduisent à la catastrophe. Donc le trading à haute fréquence, c'est une dérive inacceptable, et je ne crois pas à la finance débridée. La finance doit être réglementée pour une raison fondamentale, d'ailleurs qui fait écho exactement à ce que je vous ai dit tout à l'heure quand je vous ai parlé de la monnaie. Je vous ai dit que la monnaie, contrairement à ce que les gens s'imaginent, est un fait totalement politique. La monnaie n'existe pas en dehors du pouvoir souverain. Donc, ça veut dire que le pouvoir souverain doit exercer un contrôle sur les questions monétaires et financières parce que c'est de nature politique. En réalité, aussi stupéfiant que ça puisse paraître,
la banque et la finance sont des activités qui s'appuient sur un cadre politique qui est fixé par l'État. Et c'est donc à l'État de fixer un cadre politique qui fasse que la finance finance ceux qui investissent pour produire des biens et services et pas ceux qui font du trading à haute fréquence. D'ailleurs, vous savez qu'actuellement, aux États-Unis, il y a des gens qui s'interrogent sur le contrôle du trading à haute fréquence. En Europe, à un moment donné, Mme Merkel et Sarkozy, M. Sarkozy s'était interrogé sur le contrôle du trading à haute fréquence. C'est la Commission européenne qui a largement, et la Bourse de Londres, qui ont largement œuvré ensemble pour freiner les tentatives franco-allemandes de contrôler le trading à haute fréquence. Et la Bourse de Londres argue toujours que c'est en laissant le maximum de liberté au marché qu'on a, notamment les marchés financiers, qu'on a le maximum de bien-être collectif. Et comme on vient d'avoir la démonstration en 2008-2009 que ce n'était pas vrai, les Américains ont adopté d'ailleurs des réglementations financières strictes. En Europe, on a adopté des réglementations financières strictes concernant les banques, puisqu'on a fortement augmenté les ratios de fonds propres sur risque qui sont imposés aux banques. C'est une étude récente portant sur l'impact des nouvelles réglementations sur les banques. En gros, entre la situation qui prévalait en 2006 et celle qui prévaudra, qui prévaut quasiment déjà, mais qui prévaudra en 2015, le ratio de fonds propres exigés des banques par rapport au crédit qu'elles font a triplé. Donc on a bien pris des mesures strictes concernant les banques, mais en revanche, on n'a pris pratiquement aucune mesure pour contrôler les activités de marché, et notamment pas le trading à haute fréquence. Donc autant je pense que la taxe Tobin est une mauvaise idée, parce qu'elle n'a de sens qu'appliquée au niveau mondial. Vous ne pouvez pas faire la taxe Tobin tout seul. De même que la taxe carbone elle devrait être appliquée au niveau de l'ensemble de l'Europe. Et là aussi, la France, le fait que nous ayons plus de poids politique en Europe nous affaiblit terriblement. Vous n'imaginez pas la perte d'influence de la France depuis une dizaine d'années. En Europe, de 1950, du traité de Rome et de Mars... Mais c'est dû au déclin de l'industrie ou c'est au... Non, mais c'est dû au déclin de l'industrie, mais aussi... à notre incapacité de reprendre le contrôle de la sphère publique et à l'accumulation de déficits. Vous savez que ça fait 30 ans que nous n'avons pas de finances publiques équilibrées. Le reste du monde le voit. Nous, on considère que c'est juste amusant. On attend, on va essayer de montrer que, bon, ça fait 30 ans qu'on a un déficit, on va essayer de montrer au monde qu'on peut être en déficit pendant 40 ans, puis 50 ans. La Grèce nous a précédés, on voit le résultat, on finira comme la Grèce. Donc il ne faut pas s'imaginer qu'on finira mieux. Donc, ce qui est intéressant, c'est que même si l'actuel gouvernement a eu une politique fiscale qui a été la plus stupide qu'on puisse avoir, mais venant sur la politique fiscale de Sarkozy dans les 2 dernières années de son mandat, qui était guère mieux, parce qu'il n'a pas contrôlé la dépense publique non plus. Dans le livre France État d'urgence que j'ai publié au début de l'année, j'ai montré que l'écart de dépenses publiques entre la France et la moyenne de la zone euro, qui était nul en 92, était de 7% quand Sarkozy est arrivé au pouvoir. Et quand il est parti, l'écart de dépenses publiques est monté à 9%. C'est-à-dire que la dérive de la dépense a continué sous Sarkozy, comme dans les 15 années qui ont précédé. Et l'actuel gouvernement, d'ailleurs, n'a toujours pas enclenché une baisse des dépenses. Vous êtes certainement vigilants sur ce point. Quand Moscovici dit qu'on baisse la dépense de 15 milliards, que veut-il dire exactement ? La croissance naturelle de la dépense publique en France aujourd'hui est de 35 milliards par an. Donc, en réalité, le gouvernement a pris des mesures pour maîtriser la hausse de la dépense et pour la ramener de 35 milliards à 20 milliards. Et la dépense continue d'augmenter de 20 milliards. Et donc, néanmoins, les médias, c'est relativement simple ce que je vous dis, les médias répètent, le gouvernement baisse la dépense de 15 milliards. C'est pas pareil de baisser la dépense de 15 milliards que de baisser la hausse de la dépense de 15 milliards. Est-ce que les Français sont cons au point qu'on ne puisse pas leur expliquer la différence entre baisser la dépense et baisser la hausse de la dépense ?
est-ce que c'est vraiment, est-ce que le système éducatif est tel que, alors qu'on forme soi-disant 80% d'une classe d'âge au bac, est-ce que l'enseignement secondaire est devenu nul au point que quand 80% des Français sont formés au niveau du bac, on ne puisse pas leur expliquer la différence entre baisser un niveau et baisser une augmentation. Si vraiment c'est ce que la classe politique pense, c'est que l'opinion de la classe politique sur le peuple est à peu près au même niveau que celle du peuple sur la classe politique. D'autres questions? On va bientôt s'arrêter. Je voulais juste savoir si vous aviez une idée pour corriger l'erreur de l'architecte de l'Europe qui a oublié, entre guillemets, la gouvernance économique. Oui. Il pensait que ça allait se faire naturellement. Bon, ce n'est pas le cas. Est-ce qu'aujourd'hui, dans le fatras européen, il y a une possibilité de sortir de cette impasse? Oui. Alors, il y a deux sorties. Une sortie qui serait catastrophique, mais qui, enfin, politiquement catastrophique, mais qui peut-être permettrait une sortie économique qui permettrait d'alléger la souffrance des peuples en Espagne ou dans une moindre mesure en Italie, sachant que la France est le seul pays des trois qui n'a pas fait d'ajustement. Les Français, on leur répète tellement qu'on a fait l'ajustement, ils n'ont pas encore compris qu'on n'a pas fait l'ajustement. L'ajustement, c'est le jour où on dira aux retraités en France, le mois prochain, votre pension est baissée de 10% parce qu'il n'y a pas d'argent de la caisse. Ça, c'est l'ajustement. Or, en France, on en est encore à faire une augmentation des retraites, une augmentation des salaires des fonctionnaires. Et actuellement, récemment, il y a eu une grève parce que les syndicats s'opposaient au fait qu'on imaginait que peut-être pendant un an, on ne revaloriserait pas les allocations chômage, alors que la Cour des comptes a sorti un rapport qui montre que le niveau d'indemnisation du chômage en France est de loin le plus élevé d'Europe de l'Ouest. Le seul fait de dire que peut-être pendant un an, on ne revaloriserait pas le niveau des allocations chômage, ça conduisait à une manifestation. Mais le jour où on aura un ajustement des allocations chômage, quand il y aura une crise comparable à celle de l'Espagne, ça sera moins 20%. Donc les Français n'ont pas encore compris que l'ajustement n'a pas eu lieu. Et donc la question que vous posiez, c'est qu'est-ce qu'il faut faire? Pour comprendre la crise dans laquelle nous sommes, c'est pour ça que j'ai pris un peu de temps tout à l'heure, c'est plus long que d'utiliser des slogans, mais maintenant qu'on a compris qu'il y a deux zones euro, vous comprenez qu'une des solutions, c'est de dire à un moment donné, 2 zones euro, 2 euros. Alors comment peut se faire l'évolution vers 2 euros? Alors d'abord, vous savez que dans la dernière campagne présidentielle et encore aujourd'hui, un certain nombre de politiques extrémistes en France, d'extrême gauche et d'extrême droite, ont une solution idéale, qui est de sortir la France de la zone euro. Alors c'est tellement idéal que les Grecs ont préféré crever debout plutôt que de sortir de la zone euro. C'est intéressant. Pourquoi personne ne s'interroge sur le fait de savoir pourquoi ils ont accepté l'ajustement d'une violence inouïe pour ne pas sortir de la zone euro? Vous savez, la réponse est simple. Mais sauf que si on ne se pose pas la question, on n'y répond pas. Imaginons que vous ayez, comme la France aujourd'hui, la dette publique est à 94 points du PIB, de la production. Mettons qu'elle soit à 100%. On y sera bientôt d'ailleurs. Imaginons que vous soyez un pays honnête qui a l'intention de payer sa dette. Je vous signale d'ailleurs que sur les deux derniers siècles, la France est le seul pays européen qui a toujours payé ses dettes. L'Allemagne n'a pas payé ses dettes à plusieurs reprises. Ça a été la crise de la dette. C'est la raison pourquoi on a un taux d'intérêt faible aujourd'hui, qu'on a la confiance sur le franc. Parce que la France a toujours payé ses dettes depuis 2 siècles. Mais donc, imaginons qu'on quitte la zone euro avec l'intention de payer nos dettes. Imaginons qu'on réintroduise le franc et imaginons qu'on le divise par qu'on ait une dévaluation de 50% par rapport à l'euro. Ben, l'explication elle est bien toute simple. Au lieu d'avoir une dette de 100% du PIB, on passe à 200% du PIB. C'est pour ça que les Grecs ne sont pas sortis, c'est parce que ça aggrave le problème. Maintenant, comment est-ce qu'on pourrait néanmoins aller à 2 zones euro? Ben, le mécanisme que j'ai expliqué pour les États faibles, il ne s'applique pas aux forts. Et d'ores et déjà, si vous suivez ce qui se passe en Allemagne, il y a un parti qui vient de se créer et il y a beaucoup d'universitaires allemands qui écrivent sur le fait que c'est l'Allemagne qui devrait sortir de la zone euro. Parce que si elle sort, sa monnaie va se réévaluer. Donc elle n'aura pas le problème que je viens d'évoquer.
Et les Allemands, qu'est-ce qui sera l'indicateur pour eux de la sortie de la zone euro? Il suffit de lire, hein, il n'y a pas besoin de regarder dans le marc de café. Hein, c'est des études qui sortent en continu depuis 3 ans en Allemagne. Les Allemands ont déjà fait les calculs. La somme de la dette publique de la France, de l'Italie, de l'Espagne et du Portugal, c'est 2 fois le PIB de l'Allemagne. C'est plus de 5 000 milliards d'euros. On a vu ce qui s'est passé en Allemagne. Vous savez combien l'Allemagne a effectivement sorti d'argent depuis 3 ans pour aider tous les États périphériques? 70 milliards. Au fait, on a donné 250 milliards à ces pays. D'où sont venus le reste de l'argent? Eh bien, tous les autres pays européens ont donné. Et la France a donné 50 milliards, 52, 51 milliards. Ce qui est étrange, c'est que tout le monde sait que l'Allemagne a donné 70, personne ne sait que la France a donné 51. D'ailleurs, d'où vient l'argent? On paie 50 milliards pour donner cet argent aux autres? Non, cet argent est dans la dette. On a emprunté 51 milliards pour les reprêter à la Grèce, au Portugal et à l'Irlande. Et donc, nous avons une dette qui bientôt sera de 2000 milliards d'euros. Donc, si on ajoute les dettes de l'Italie et de l'Espagne, ça fait plus de 5000 milliards et c'est plus de 2 fois le PIB de l'Allemagne. Donc, l'Allemagne a sué sang et eau pour sortir 70 milliards. Est-ce qu'on imagine qu'elle va sortir 5000 pour faire ce que, d'ailleurs, on trouve dans la presse populiste allemande, parce que c'est dit exactement comme je vais vous le dire. Je ne fais que redire ce qui est écrit dans la presse allemande, qui est la chose suivante. Vous allez comprendre l'efficacité de la chose. La question qui est posée en Allemagne, c'est que est-ce que nous, Allemands, on va continuer de partir à la retraite à 67 ans pour financer les Français qui partent à la retraite à 60? Il suffit de poser la question, vous imaginez la réponse des Allemands. Et donc, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, de la capacité de la France à se réformer dépend des réformes de la zone euro. Parce qu'aujourd'hui, si vous étiez Allemand, est-ce que vous auriez envie d'avancer dans la zone euro avec un partenaire comme la France qui fait des choses comme celles que nous faisons? Vous diriez non. Donc, 2 scénarios de sortie de la crise. L'Allemagne sort. Est-ce qu'elle sort seule? Non, ça a été étudié. Tous les pays qui ont un excédent extérieur sortent avec elle. Dans les 17 pays actuels de la zone euro, il y en a 8 qui ont des excédents extérieurs. Donc les 8 sortent. Et on peut imaginer un scénario où ils créent un nouvel euro, qu'on appelle l'euro nord, et ils sortent à 8. Il reste 9 pays dans la zone euro. Donc nous n'avons pas de problème, puisque nous restons dans la zone euro, endettés en euros. Donc on n'a pas de problème. Le nouvel euro se réévalue de l'ordre de 20%, et ça peut nous redonner de la compétitivité qui nous permet de nous redonner de la croissance. C'est une forme de dévaluation, c'est une forme de résolution économique de la crise, mais c'est évidemment un recul politique énorme pour la construction européenne. Mais néanmoins, c'est une des solutions qui est aujourd'hui considérée comme une des solutions possibles si la France ne se réforme pas et si un jour ou l'autre, il y a une crise financière qui attaque la France. Deuxième scénario, qui lui est beaucoup plus vertueux sur le plan politique, qui d'ailleurs de la même façon se traduit par une cassure de la zone euro, mais pas de la même façon. Là, c'est une cassure en deux entre les pays qui sont restés industriels avec des excédents extérieurs et ne restent dans la zone que les pays qui se sont plus désindustrialisés et qui ont des difficultés à équilibrer leurs comptes. Deuxième possibilité, ça serait de se dire, à l'occasion de la résolution de la crise de la zone euro, créons un grand acteur politique européen. Et donc là, on arrive à l'idée de fédéraliser la zone euro. Mais est-ce qu'il faut fédéraliser toute la zone euro? Non. Quand j'ai développé tout à l'heure le raisonnement sur la crise de la zone euro, j'ai dit qu'il y avait 3 ingrédients de réussite de la sortie de la crise. Un gouvernement économique, un budget de la zone et une coordination fiscale et sociale. Maintenant, imaginons que la France et l'Allemagne se mettent d'accord sur ces 3 points. Ce qui suppose que quand même, déjà, la France ait fait quelques réformes qui donnent envie à l'Allemagne de faire un accord avec nous pour créer ce qui deviendrait un euro fédéral. Donc imaginons, et on conclut par ça la soirée, parce que je vous admire de rester aussi studieux, et on va passer aux réjouissances, mais donc d'ailleurs je vous fais rêver pendant une seconde. L'idée, ça serait de fédéraliser un noyau dur. Mais un noyau dur sur la base de quoi? Sur la base des pays qui acceptent de mettre en place ces 3 instruments. C'est-à-dire un gouvernement économique, un budget fédéral, une coordination fiscale et sociale. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'une coordination fiscale et sociale?
Bien, par exemple, vous savez que l'Irlande nous fait concurrence avec un taux d'impôt sur les sociétés à 12,5. Si demain, dans le cadre de la réforme de la France, on passe l'impôt sur les sociétés 38 maintenant à 20, il ne faut pas que... 38, c'est pas sur toutes les sociétés. Oui, c'est pour les grands fonds. Les grandes. Mais néanmoins, quand vous êtes un investisseur américain ou japonais, ce qui s'impose à vous, c'est le 38. Il n'y a pas beaucoup de 40 ici. Voilà. Et donc, si on passe de 38 à 20, il ne faut pas que l'Irlande passe de 12,5 à 5. Donc, qu'est-ce que serait la coordination fiscale et sociale? Bon, même si on est pour l'économie de marché, je pense qu'on est quand même capable d'accepter que le taux d'IS ne soit pas inférieur à 20%, c'est le minimum, que les entreprises elles, financent en partie la dépense publique. De même, la fiscalité de l'épargne, personne n'aime qu'on soit fiscalisé sur l'épargne, mais je pense que personne ne serait choqué qu'on dise qu'il y a un minimum de fiscalité sur l'épargne de 20%. En France, on vient de passer à l'impôt sur le revenu, et donc avec un taux marginal possible de 60%. Mais si on disait, donc ça c'est ridiculement élevé, mais dire un minimum de 20%, c'est pas choquant sur les taux d'intérêt, sur les intérêts ou sur les dividendes. Qu'est-ce que serait une coordination fiscale et sociale? Ça serait de dire que, par exemple, pour l'IS, pour la fiscalité de l'épargne, les pays qui s'engagent à rester dans l'euro fédéral s'engageraient à ne pas baisser le taux d'IS ou le taux de fiscalité sur l'épargne en dessous de 20%. Si vous voulez le mettre à 40 ou 60 comme les Français, vous pouvez, mais tout le monde s'engage à ne pas le descendre en dessous de 20. Ce qui aurait d'ailleurs une vertu pédagogique, parce que les Français, à ce moment-là, auraient une ligne d'horizon. Parce que là, aujourd'hui, quel est le bon niveau de fiscalité? Il y a des débats très techniques, mais les Français n'ont pas de vision claire. À partir du moment où on dirait le minimum c'est 20%, ça donnerait une orientation générale pour tout le monde. Deuxième idée, il faut un budget de la zone. Il y a des pays comme la Finlande qui avaient refusé de contribuer pour aider la Grèce, parce qu'ils refusaient d'aider les autres pays. Donc on peut supposer que l'Irlande n'accepterait pas la coordination fiscale, que la Finlande n'accepterait pas le budget européen. Le gouvernement économique, il y a des pays comme l'Angleterre qui n'en veulent pas. Ça tombe bien, elle n'est pas dans la zone euro, mais des pays comme la Slovénie ou la République tchèque n'y est pas, mais la Slovénie, la Slovaquie ne voulaient pas non plus entendre parler de gouvernement économique. Donc voilà, je fais court maintenant. Il faudrait que, à partir du moment où la France redevient un peu sérieuse, et s'il y avait un accord franco-allemand pour dire demain vont sortir de la zone euro ensemble tous les pays qui veulent créer un gouvernement fédéral de la zone. Et imaginons qu'il y a un noyau dur de 9 pays constitué de l'Allemagne et de l'Autriche, et des 3 du Benelux, ça fait 5, plus, pour des raisons de contiguïté historique et politique, la France, l'Italie, l'Espagne et le Portugal. Prenez ces 9 pays. Eh bien, je vous fais rêver, c'est 300 millions d'habitants. Et si nous acceptions de nous fédéraliser sur la base de ces 3 instruments, je ne parle même pas d'élire un président des États-Unis d'Europe, je parle juste de nous doter des ingrédients et des instruments pour réussir l'euro. On l'a fait l'euro, dotons-nous des instruments pour le réussir. Si ces 9 pays se fédéralisaient, et c'est aussi une sortie de l'euro, ils sortent ensemble pour créer un euro fédéral, et ne resteraient au fond que ceux qui n'acceptent pas les règles ou que ceux qui n'ont pas les moyens de rentrer, comme la Grèce ou Chypre ou Malte, eh bien ces 9 pays, tenez-vous bien, créent instantanément la première puissance industrielle du monde, la première puissance commerciale du monde et la deuxième puissance économique du monde devant la Chine et juste derrière les États-Unis. C'est-à-dire qu'en résolvant la crise de la zone euro, nous changeons carrément la géostratégie mondiale en faisant apparaître un véritable acteur européen et non pas l'acteur impuissant dont on parlait tout à l'heure. Et donc, ma conclusion, elle peut paraître étrange, mais dans le cadre du raisonnement que j'ai développé ce soir, de la capacité de la France à se réformer, dépend la capacité de la zone euro à se réformer, et donc un rééquilibrage mondial, au lieu que les 20 prochaines années soient dominées par la compétition entre la Chine et les États-Unis, qui peut éventuellement tourner mal, apparaîtrait un 3e acteur ayant la capacité de contrôler le conflit potentiel entre la Chine et les États-Unis. Et vous voyez donc que si on tenait devant les Français le discours que la réforme en France, dans un cadre cohérent, aurait des conséquences majeures sur l'histoire de l'Europe et du monde, ça serait peut-être vraisemblablement un moyen de les motiver pour transformer les conditions
de fonctionnement de notre pays sur le plan politique et économique. En tout cas, c'est ce qu'on peut espérer. Ça tient pour conclure, Madame la maire de Torigny, qui nous a accueillis dans cette salle, vous a posé une question. J'ai pas pu vous accueillir, j'en suis absolument désolée, j'ai pris en cours. Une question politique, si vous le voulez bien, pour terminer. Pas parce que je suis maire et conseillère régionale, d'ailleurs, entre parenthèses, j'adhère à la réflexion que vous avez faite sur certaines dépenses tout à fait superflues dans certaines collectivités. Une question politique. Votre analyse, elle est de plus en plus partagée maintenant. Elle va, de mon point de vue, vu le contexte que nous vivons, être de plus en plus entendue. Sauf que, et c'est là où je ne voudrais pas modérer votre optimisme, mais la classe politique française a toujours habitué ses électeurs à faire fi du langage de réalité. Je prends pour exemple un des derniers slogans en date, et vous allez très bien voir de quoi il s'agit, « Réenchantons le rêve ». Le problème, c'est que pour donner envie d'adhérer à un programme politique en France, il ne faut pas parler de la réalité, il faut donner envie, il faut faire rêver. C'est vrai dans d'autres pays, mais pas à ce point-là. Et donc on a cet écueil à dépasser, on a vraiment ce problème à résoudre du point de vue politique pour faire enfin prendre conscience aux électeurs que ben voilà, le contexte économique est celui-ci et les réformes à faire sont celles-là. Alors vous posez malheureusement une question qui est très forte, qui est celle de la capacité de la classe politique à enclencher le mouvement. Je me pose la même question depuis longtemps, j'ai parlé avec beaucoup d'hommes et de femmes politiques. J'ai eu des réponses sur ce sujet qui sont dans des discussions privées qui sont extrêmement brutales et qui sont terrifiantes pour moi, qui est une vision un peu aristotélicienne de la politique, où ce sont les politiques qui conduisent le peuple et pas l'inverse. Mais un jour, un sénateur, qui était peut-être plus lucide que les autres, m'a dit « Oui, les réformes dont vous parlez, il faudra les faire ». Et il m'a fait cette remarque qui est peut-être tellement lucide à la limite du machiavélisme, mais qui est peut-être finalement, il a dit tout ce que beaucoup d'hommes et femmes politiques pensent. Il m'a dit « On fera ces réformes le jour où les Français nous les demanderont ». C'est-à-dire qu'il ne considère plus que c'est à la classe politique de les expliquer, de les faire conduire le peuple, mais qu'ils attendront que les Bretons ont raison alors. Les Français, peut-être que les Bretons ont raison. Mais ceci étant, néanmoins, les révolutions peuvent conduire à tout, y compris au pire. Et c'est pour cela que je pense que tout le travail qu'on peut faire, comme des soirées comme celle-là, ou comme le travail d'explication, parce qu'il reste des hommes et des femmes politiques qui disent des choses, ça les rend peut-être pas populaires, mais il y a encore un certain nombre. Tout le travail qu'on fait, il peut sembler aujourd'hui perdu, en vain, mais de fait, je pense que c'est le moyen d'implanter des graines dans la conscience de la population, de sorte que quand les ruptures viendront, parce que je pense qu'elles vont venir, on prenne enfin les bonnes décisions plutôt que les mauvaises. C'est pour ça que, même si ce soir c'était peut-être un peu long et un peu trop pédagogique, je pense que, quand je vous ai dit à plusieurs reprises, certaines des informations que je vous donne, il faut les faire en sorte qu'autour de vous on les connaisse, parce que c'est en partant d'une analyse lucide de la situation et en regardant les choses comme elles sont, qu'on pourra transformer notre pays pour le meilleur plutôt que pour le pire. Merci. Merci, M. Chapézot. On a passé 2 heures super, c'est rapide, très rapidement, grâce à vous, grâce à l'intérêt de vos propos. Maintenant, je vous invite à pouvoir continuer à échanger entre vous sur ces différents thèmes qui ont été abordés ce soir. Merci encore et à bientôt.